Mesdames, Messieurs, bienvenue au grand journal du week-end sur les antennes de For You Media Africa. Ouvrant ce journal au Mali, le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, a accordé le vendredi 6 janvier 2023 la grâce présidentielle avec une remise totale des peines aux 49 soldats ivoiriens arrêtés le 10 juillet 2022 et condamnés par la justice malienne. Il s'agit, selon un communiqué, d'un geste du président Goïta qui démontre une fois de plus son attachement aux idéaux de paix, au dialogue et au panafricanisme guinéen. Par décret numéro 2023-002-PTRM du 6 janvier 2023, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a accordé sa grâce avec remise totale de peine aux 49 Ivoiriens condamnés par la justice malienne. Cette grâce présidentielle vient mettre un terme à cette scabreuse affaire qui a tenu tout le monde en haleine depuis le 10 juillet 2022. Selon le communiqué du gouvernement de la transition, ce geste du colonel Assimi Goïta démontre une fois de plus son attachement à la paix, au dialogue, au panafricanisme, à la préservation des relations fraternelles et séculaires avec les pays de la sous-région, en particulier celles entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Aussi, le gouvernement tient à rappeler qu'il s'agit d'une mesure de grâce prise en toute indépendance, volonté du président de la transition, celle de promouvoir la bonne gouvernance dans le cadre de la refondation du Mali à travers le respect de l'indépendance de la justice et la non-ingérence de l'exécutif dans les affaires judiciaires. Dans le même élan, le gouvernement renouvelle sa profonde reconnaissance au président de la République togolaise Faure Gnassingbe pour ses efforts inlassables et son engagement constant pour le dialogue et la paix dans la région, mais surtout le rôle de médiateur joué jusqu'au bout. L'un des faits marquants de ce communiqué étant cette indignation du gouvernement de la transition par l'attitude partielle de certains responsables, en l'occurrence le président de la CEDEAO, Umaro Sissoco Embalo, qui, après avoir échoué à porter atteinte à l'honneur du Mali devant les instances internationales, a posé un ultimatum au gouvernement de transition concernant la libération des soldats ivoiriens. Le Mali ne figure plus sur la liste des pays intimidables et a retrouvé sa pleine souveraineté, précise le gouvernement, qui invite respectueusement le président bissau-guinéen à donner des ultimatums aux groupes terroristes qui constituent la plus grande menace, ceci dans l'intérêt des peuples ouest-africains. Et puis au Burkina Faso, le haut-commissaire des Nations Unies des droits de l'homme, Volker Turk, a appelé le samedi 7 janvier les autorités de transition au Burkina Faso à mener une enquête rapide, complète, impartiale et transparente avec le massacre de 28 personnes. Volker Turk se félicite que Ouagadougou ait annoncé l'ouverture d'une enquête, mais souhaite également que les autorités demandent des comptes à tous les responsables. Quelle que soit leur position ou leur rang, des supplétifs de l'armée ont été accusés d'avoir tué 28 personnes à Nouna, chef-lieu de la province de la Kossi, dans la nuit du 30 au 31 décembre 2022. Cap à présent au Congo, au Brazza, bientôt un sommet sur la sécurité en Afrique centrale, une initiative du président congolais Denis Sassou Nguesso à l'occasion de l'échange de vœux avec les membres du corps diplomatique le 5 janvier à Brazzaville. Le président Denis Sassou Nguesso a annoncé la tenue au Congo du 12 au 16 janvier d'une importante réunion du comité consultatif permanent des Nations Unies sur les questions de sécurité en Afrique centrale. Les participants se pencheront sur les conflits qui minent la sous-région, condamnant et qualifiant de barbarie les exactions perpétrées par des groupes rebelles contre la population civile à l'est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État a renouvelé son soutien aux initiatives destinées à ramener la quiétude dans son pays. Cap à présent au Tchad, mesdames, messieurs, la tentative de déstabilisation dont a fait l'objet, incarnée par Mahamad Idriss Déby Itno, la voix à de nombreuses interrogations sur le climat qui prévaut au sein de la puissance armée tchadienne, dit-on, menée par des clans depuis la mort du maréchal Idriss Déby Itno. Les précisions sont à suivre dans ce reportage que signe Assam Zili.
À l'annonce de la mort du maréchal Idriss Déby Itno, il est propulsé à la tête du pays sans aucune expérience politique. Le général Mahamat Idriss Déby, 37 ans révolu, est désigné président du Conseil militaire de transition. Cet organe, composé de hauts gradés de l'armée tchadienne, se donne pour mission de diriger le pays durant 18 mois, le temps de proposer des élections libres et démocratiques. Le successeur du président est appelé, quant à lui, à ne pas faire figure de candidat lors de cette présidentielle. Près d'un an et demi après la mort de Déby père, la situation semble de plus en plus difficile pour le nouvel homme fort de N'Djamena, désormais habilité à briguer à la magistrature suprême après un prolongement de 24 mois supplémentaires à la tête de la transition. Et pour cause, le jeune général de corps d'armée doit faire face à des divisions familiales nourries par des intérêts divers et différentes fractures au sein de la puissante armée tchadienne. Le récent communiqué du gouvernement qui fait état d'une tentative de déstabilisation déjouée avec en tête de proue le défenseur des droits humains Birandine Berdev Darguio stipule que ce dernier avait pour complice 11 officiers. Il est à noter que cette offensive n'est pas la première car cette note du gouvernement tchadien intervient un mois après celui de l'état-major général des armées qui faisait état d'opérations subversives contre le régime dans un contexte entre clans qui entoure le président de transition. À noter que la désignation du général Mahamat comme président du Conseil militaire de transition n'avait pas fait l'unanimité au sein de l'armée tchadienne. L'ex-chef rebelle, le général vétéran Abderrahmane Diko, s'était offusqué contre le nouveau Conseil militaire qu'il avait qualifié de regroupement de quelques amis, tout en appelant à une formation rapide d'une consultation large et inclusive avant que le pays ne sombre dans le chaos. Ces tensions de lutte de pouvoir alimentées par des hauts responsables militaires et certains membres de la famille Déby pourraient compromettre le régime de Mahamat Idriss Déby. Un règne différent de celui du père qui avait consolidé son pouvoir de manière stratégique durant une trentaine d'années en confiant des rôles importants au sein du gouvernement à des membres de sa famille et en s'entourant d'alliés issus de son ethnie, les Agawa. Merci à Sam Zili. Madame, Monsieur, nous sommes à présent au Sénégal. Les autorités sénégalaises ont interdit la tenue à Dakar des manifestations du principal parti d'opposition au régime de Macky Sall. La coalition portée par Ousmane Sonko attendait et dénonçait la gestion des fonds Covid entachés depuis décembre par un scandale de détournement de deniers publics. Les précisions sont à suivre dans ce reportage de Kouetchou. Prévu ce 6 janvier 2023 à Dakar, les manifestations de la principale coalition de l'opposition au Sénégal, le Yewwi Askan Wi, n'ont finalement pas eu lieu en raison d'une interdiction des autorités. La requête de manifestation pour contester la manière dont le gouvernement gère les deniers publics et dénoncer le recul démocratique et l'impunité des hommes du pouvoir n'a obtenu suite favorable des autorités de la capitale, dont le préfet de Dakar, Alioune Badara Sam, qui dans un arrêté a justifié le refus de manifester par le fait que le lieu retenu fait l'objet de travaux d'envergure, notamment pour préparer la fête de l'indépendance le 4 avril prochain. La présence continue d'engins et d'ouvriers rend désormais impossible la tenue de rassemblements à raison de risques d'accident, a-t-il ajouté. Une décision qui crée des émulsions au sein de l'opposition à Macky Sall, qui y voit une tentative d'enterrer l'affaire des irrégularités récemment constatées dans les dépenses réalisées en 2020 et 2021 à partir des fonds de riposte contre les effets du Covid-19. Rendus publics, les rapports d'audit publiés mi-décembre font état d'un déficit de près de 1000 milliards de francs CFA. Selon le gouvernement, les défaillances relatées portent sur moins d'1% du montant total. Mais le gouvernement a également affirmé vouloir suivre les recommandations de la Cour des comptes qui a demandé l'ouverture d'informations judiciaires contre les responsables de certains ministères. Madame, Monsieur, le grand journal du week-end se poursuit sur les antennes de Forum Média Africa. Parlons à présent d'économie. Eh bien, Bruxelles brandit la menace d'interdire sur le marché européen des produits de la mer. Le Cameroun, suite au laxisme des autorités de Yaoundé dans la lutte contre la pêche illicite. Les précisions dans ce reportage que signe Assam Zili une fois de plus.
Le poisson camerounais pourrait se voir interdit de commercialisation dans les marchés européens. La menace a été brandie par la Commission européenne qui ambitionne de demander au Conseil de l'Union européenne, à savoir les ministres des États membres, de placer le pays dirigé par Paul Biya sur une liste noire d'États sanctionnés. En effet, il est reproché aux autorités camerounaises de ne pas durcir le ton contre la pêche illicite. Dit Genesius Zinker-Vicius, le commissaire européen à la pêche soutient que le Cameroun a continué à enregistrer des navires de pêche opérant en dehors de ses eaux sans que les activités ne fassent l'objet d'un quelconque suivi. Soucieux du respect de la pratique de tolérance zéro à l'égard de la pêche, la Commission, selon lui, a donc agi avec fermeté en adressant un carton rouge au Cameroun. En février 2021, ce pays d'Afrique centrale avait déjà été classé comme non coopérant par l'exécutif européen qui reprochait à Yaoundé une absence de contrôle adéquat de la flotte de la pêche nationale. À noter que cette interdiction de poissons issus des eaux camerounaises n'aura pas d'impact majeur pour le Cameroun qui n'exporte pas vers l'Europe pour des raisons de non-respect des règles sanitaires. Parlons d'élections dans ce journal au Bénin. Fin de la campagne électorale pour les élections législatives au Bénin. Eh bien, à cet effet, la campagne électorale est ouverte pour les élections législatives du 8 janvier 2023 pour une durée de 15 jours. Pour être élus, les candidats utiliseront ainsi pendant 2 semaines tous les moyens légaux de propagande pour convaincre les Béninois à voter pour ces derniers. Bala. Au Bénin, le vendredi 6 janvier 2023 marque bien la fin des campagnes pour les élections législatives prévues le dimanche 8 janvier 2023. Au total, cette formation politique, dont 3 de l'opposition, vont briguer les 109 sièges de l'Assemblée générale pour un mandat de 3 ans. Cette année, ils sont plus de 6,7 millions d'électeurs qui sont attendus aux urnes. 4 ans après une réforme controversée du système électoral qui avait provoqué des manifestations dans tout le pays pendant plusieurs mois, l'opposition béninoise est désormais autorisée à prendre part aux élections législatives. Lors des précédentes élections législatives en 2019, seuls 2 partis proches du pouvoir avaient pu présenter des candidats, une première depuis l'avènement de la démocratie en 1991. Dans un message adressé au Parlement début décembre, le président béninois, Patrice Talon, disait espérer que le nombre de femmes élues aux prochaines législatives soit supérieur au quota fixé par la loi. Le mot d'ordre semble être l'inclusivité, puisque 24 sièges sont réservés aux femmes. Lors de la dernière mandature, elle n'était que 6 femmes à siéger à l'Assemblée nationale au Bénin. Élu en 2016, réélu en 2021, le président Talon a engagé des réformes politiques et économiques, tous azimuts, en vue d'engager son pays dans la voie du développement. Hors des frontières africaines, plus précisément aux États-Unis, la Chambre des représentants des États-Unis a élu Kevin McCarthy au poste du président samedi matin après une impasse historique qui a empêché la Chambre basse d'être pleinement fonctionnelle quelques jours après l'ouverture du nouveau Congrès. Gagne une fois de plus. C'est la fin d'une pagaille presque inédite au Congrès américain. Dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 janvier 2023, le républicain Kevin McCarthy a été enfin élu président de la Chambre américaine des représentants au terme d'un processus marqué jusqu'au bout par de très vives tensions dans les rangs républicains. À force de tractations, le groupe de Trumpistes qui paralysait la domination du quinquagénaire de Californie a fini par céder, mais passant un dernier barreau d'honneur. Le président Joe Biden a de son côté félicité le républicain Kevin McCarthy pour son élection. Je suis prêt à travailler avec les républicains quand c'est possible et les électeurs ont clairement indiqué qu'ils attendaient des républicains qu'ils soient également prêts à travailler avec eux, a-t-il déclaré dans un communiqué en ajoutant qu'il est temps de gouverner de manière responsable. Enfin élu, Kevin McCarthy remplace la démocrate Nancy Pelosi au poste de speaker et ressort des mois affaiblis de cette élection qui augure un mandat très difficile.
Au Bénin, dans les tout prochains mois, des négociations sur le relèvement du plafond de la dette publique américaine, le financement de l'État fédéral et potentiellement sur le déblocage d'enveloppes supplémentaires pour la guerre en Ukraine. Avec leur nouveau contrôle de la Chambre, les républicains ont aussi promis de lancer une kyrielle d'investigation sur la gestion de Joe Biden, de la pandémie à Covid-19 ou du retrait d'Afghanistan. Mais, après avoir étalé leur division au grand jour, leurs enquêtes auront-elles le même écho? Merci Nguéné, c'est avec ce reportage que nous mettons un terme à cette édition d'information sur les antennes de For You Media Africa. Restez des nôtres.